Nous rentrons dans le vif du sujet en essayant d'abord de reconnaître les éléments chimiques constitutifs de notre globe et d'essayer de voir où les différents groupes de ces éléments chimiques se nichent dans dans les différentes parties de notre planète. Alors, ces différentes parties euh, définissent la structure dite stratifiée de la planète Terre. Donc, il fait succéder du cœur vers la périphérie, le noyau interne, le noyau externe, le liquide, le manteau et la croûte océanique ou la croûte continentale. Nous vivons sur cette dernière partie, c'est-à-dire la croûte continentale, à laquelle nous avons directement accès pour les analyses chimiques des eaux, des sols, des roches, et pour définir les fameuses anomalies géochimiques qui nous intéressent tant. Or, donc cette structuration de la Terre et la formation de la croûte continentale océanique sont le résultat d'une dynamique de la planète Terre qui a commencé depuis le moment où la Terre s'est individualisée et qu'elle avait une composition globale homogène dite chondritique, qui a évolué sur les 4,5 milliards d'années pour faire former ces différentes parties. Alors ces différentes parties sont physiquement différentes, elles sont aussi chimiquement différentes. Donc au cours de l'évolution de la planète Terre, une évolution chimique a pris place, amenant donc à ce qu'on appelle la structuration chimique de notre planète. Bon, alors les éléments chimiques, tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, tels qu'ils apparaissent donc ici, existent sous une forme naturelle, sauf pour certains éléments, ici de numéro atomique 99 à 103, qui ont été synthétisés en laboratoire, mais qu'on ne trouve toujours pas euh, dans le milieu naturel. Alors, ça avait été le cas pour un certain nombre d'éléments qui vont du neptunium jusqu'au californium ici, que l'on ne connaissait pas et qui ont été récemment trouvés dans un minéral qui s'appelle la pêche blinde ou l'uraninite. Donc, c'est un minéral qui est riche en uranium et cela a fait passer donc le nombre d'éléments euh, de, de 92 à 98. Donc, 6 éléments en plus. Nous avons donc la totalité des 98 éléments constitutifs des roches ou de toutes les composantes de notre planète. Alors ici, elles sont organisées suivant le numéro atomique, donc c'est la classification de Mendeleïev, et elles sont regroupées selon leurs affinités, les alcalins, les alcalinotéreux, les métaux de transition, les gaz nobles, les lanthanides, les actinides, etc. C'est une classification donc propre aux chimistes. Les géochimistes et les géologues en général ont une approche quelque peu différente que nous allons regarder de près dans un moment. Alors, tous ces éléments chimiques se répartissent où au niveau de la planète Terre? Alors, pour en avoir une idée bien précise, on va d'abord analyser leur répartition dans la Terre totale. On dit aussi Whole Earth en anglais ou Terre globale. Et on va analyser aussi leur répartition dans la croûte terrestre. Dans le cas de la Terre totale, euh, 8 éléments, le fer, l'oxygène, le silicium, le magnésium, le nickel, les sulfures, le soufre, pardon, le calcium et l'aluminium forment plus de 99% du total de minéraux. Tous les autres éléments forment moins de 1%, c'est-à-dire la plus grande majorité. Bien. Si maintenant nous prenons la croûte terrestre, donc nous sommes dans ce cas de figure, et nous avons là aussi le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, l'aluminium, le silicium et l'oxygène, 8 éléments qui forment là aussi plus de 99% du total des éléments chimiques. Tous les autres qui existent donc dans d'infimes quantités et leur total fait moins de 1%. J'attire votre attention sur 3 éléments chimiques. D'abord, le fer, qui donc représente 35% de la Terre totale, mais il n'est présent que dans une proportion de 6% dans la croûte
terrestre. Le fer, vous le savez, est concentré au niveau de, du noyau terrestre. Au cours donc de cette différenciation de la Terre, le fer a migré vers ces parties profondes de la Terre, donc probablement à cause de sa forte masse atomique. Prenons aussi le sodium ou le potassium, qui sont des alcalins et qui sont des éléments dits légers. Euh, Ils sont concentrés à 2,1 et 2,3% dans la croûte terrestre. En revanche, on ne les voit absolument pas ici dans les éléments les plus concentrés. Ça veut dire que ces éléments, donc, ont migré au cours de la différenciation de notre planète vers les parties externes de notre planète, autrement dit, vers la croûte terrestre. On peut aussi analyser l'abondance des éléments chimiques dans la croûte terrestre grâce à ce diagramme qui porte en ordonnée le nombre d'atomes d'un élément normalisé à 10,6 atomes d'oxygène pour permettre une meilleure lecture sur l'échelle logarithmique. Vous avez ici 0,001, 1, 1000, 1 million, 1 milliard. Euh, et ici, sur l'axe des abscisses, le numéro atomique, donc allant du numéro 1 pour l'hydrogène jusqu'au numéro 98 pour l'uranium. Bien, alors si on fait une première lecture de ce diagramme, on verra que les éléments les plus concentrés sont ceux ils ont un relatif faible numéro atomique, mais ils ont une abondance qui est notable. Ce sont l'oxygène, le sodium, l'aluminium, le silicium, le potassium, le calcium, le fer, auquel on peut ajouter parfois le titane et le manganèse. Alors, ce sont euh, des éléments constitutifs des minéraux des roches. Alors, on dit de ce fait-là qu'ils sont stoichiométriques de ces minéraux. Alors, stoichiométrique veut dire que ils sont nécessaires pour définir la formule structurale de ces minéraux. Prenons à titre d'exemple l'olivine, dont la formule globale est FeMg2 et CO4, formée donc de fer, de magnésium, d'oxygène et de silicium. Ces quatre éléments chimiques sont stoichiométriques de l'olivine. L'olivine contient aussi, mais dans de très très faibles quantités, la probable majorité de tous ces autres éléments, mais ils ne sont pas nécessaires pour décrire sa formule chimique et donc sa formule structurale. On dit qu'ils sont non stoichiométriques. Donc les éléments stoichiométriques des minéraux de roche sont les plus concentrés dans la croûte terrestre, évidemment. On dira que ce sont des éléments majeurs. À côté d'eux, un peu moins concentrés, mais avec des numéros atomiques comparables, ce sont des éléments tels que le phosphore, le soufre, le fluor, le carbone, l'hydrogène, le manganèse. Ce sont des éléments dont la concentration est inférieure à 1%. Elle est comprise entre 0,1 et 1%. On dit de ce fait-là que ce sont des éléments mineurs. Ceux-là, ils ont une concentration supérieure à 1%. Tous les autres éléments qui sont donc représentés ici sont des éléments en trace. Un premier groupe avec un relatif faible numéro atomique regroupe des éléments en trace que l'on connaît comme les métaux de transition par exemple, le nickel, le chrome, etc., le zinc, avec quelques éléments ici à large rayon ionique, on y reviendra, avec une forte charge comme les zirconium, le niobium, vous avez aussi le rubidium, l'yttrium, ce sont donc un groupe d'éléments en trace un peu particulier. Un autre encore plus remarquable, c'est celui de tous les éléments qui sont ici en bleu, qui sont très proches des numéros atomiques, très proches les uns des autres, et qui forment le groupe des lanthanides, du nom du premier élément qui est le lanthane. On dit aussi que ce sont des terres rares. Alors, ce sont des éléments chimiques qui sont très recherchés parce qu'ils ont une valeur économique aussi importante. Alors, il présente la particularité d'avoir
un comportement géochimique, nous y reviendrons, très proches les uns des autres. Alors ici, vous voyez des concentrations importantes pour certains éléments, moins importantes que d'autres. Ça fait donc des pics et des creux, c'est valable pour tout le reste. C'est que dans la nature, les éléments à numéro atomique pair sont plus abondants que les éléments à numéro atomique impair. Enfin, le dernier groupe, c'est celui qui est ici colorié en jaune, qui correspond aux métaux rares et qui regroupe des éléments à forte valeur économique comme l'or, le platine et puis tous les autres éléments aussi en ont. Alors, ils sont très peu concentrés dans la croûte terrestre parce qu'ils sont sidérophiles, ils ont donc une affinité avec le fer métallique et ont été aussi isolés puis ayant migré vers le cœur de la Terre avec le fer, ce qui explique donc leur rareté dans la croûte terrestre. Alors, les autres éléments comme cela sont les éléments plus légers. Ils ont migré, eux, non pas vers le cœur de la planète, mais vers l'extérieur, vers les parties les plus légères de la planète, donc sur la croûte continentale ou la croûte océanique. Le père de la géochimie, donc Goldschmidt, propose une première classification basée sur l'affinité des éléments chimiques, c'est-à-dire fonction des phases hautes dans lesquelles ces éléments chimiques préfèrent aller se fixer. Alors une phase haute, c'est quoi? C'est une roche ou un minéral qui est plus ancien que les processus qui amènent à la redistribution des éléments chimiques dans ces différentes phases. Prenons par exemple les éléments dits atmophiles, on dit aussi les éléments volatiles, ils ont une affinité pour l'atmosphère et l'hydrosphère. C'est l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, l'hélium, etc. On a ensuite, et c'est plus spécifique à la géologie, les éléments lithophiles, c'est-à-dire qui ont une affinité avec les silicates. Ils auront donc tendance à se concentrer dans les parties silicatées de la Terre, que sont le croûte et le manteau. Les éléments sidérophiles, nous en avons parlé tout à l'heure, ce sont des éléments qui ont une affinité avec le fer métallique. Ils ont donc dû migrer durant les temps géologiques et la différenciation de la Terre vers les parties internes, le noyau. C'est aussi le cas pour les éléments chalcophiles qui ont une affinité avec le soufre, lequel soufre se trouve essentiellement dans le noyau. Enfin, vous avez un groupe d'éléments dits biophiles qui ont donc une affinité avec la matière organique et qui accompagnent donc le carbone. Ce sont par exemple l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, etc. Si on revient sur le tableau périodique, ces différents éléments donc, se retrouvent dans différentes parties de ce tableau. À titre d'exemple, si je commence par les éléments siderophiles, vous voyez qu'ils sont situés pour l'essentiel au milieu de ce tableau périodique. Si on prend les éléments lithophiles, donc qui ont une affinité avec les silicates, ils sont situés à gauche pour l'essentiel de ces éléments, mais aussi à droite pour d'autres. Le groupe des terres rares et des actinides s'ajoutant à ces groupes d'éléments. Enfin, les éléments atmophiles, vous les avez reconnus, l'hydrogène, puis toute la partie droite du tableau de Mendeleïev, en plus du carbone et de l'azote, et enfin les éléments chalcophiles qui ont une affinité avec le soufre et que l'on retrouve évidemment dans tout ce que l'on appelle les sulfures de plomb, les sulfures de fer, etc., qui se situent dans cette partie-ci du tableau de Mendeleïev. Nous continuons nos investigations en essayant de voir la part que représentent les éléments majeurs et les éléments de trace dans la terre silicatée, c'est-à-dire dans la croûte et le manteau terrestre. Et pour ce faire, nous allons faire une lecture de ce diagramme donc qui est en 3D, c'est le tableau de Mendeleïev représenté en 3D. La hauteur de chaque parallélépipède représente l'abondance des différents éléments chimiques. Cette abondance est reflétée par le logarithme de la fraction molaire dans la terre silicatée. Alors la fraction molaire, c'est le nombre de moles d'un élément chimique divisé par la totalité du nombre de moles dans la solution, dans la roche, dans le système qui est considéré. Alors quand c'est égal à 1, alors 1 est égal à 0, ça veut dire que c'est
c'est le maximum, puis on a ici c'est 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, etc. Très bien. Alors, si à la lecture de ce diagramme, on marquera que tous les éléments qui sont en jaune ici sont les plus représentés, c'est ceux qui constituent pour nous les éléments majeurs. Ceux qui sont ici en bleu, tels que le titane, le chrome, le manganèse, le nickel, etc., sont des éléments mineurs. Mais n'oubliez pas quand même que dans certaines roches, par exemple dans les basaltes, le potassium va être un élément mineur. Mais si on prend par exemple les granites qui sont riches au feldspath potassique, ça sera plutôt un élément majeur. Donc cette notion est relative et fonction de la nature des roches qui sont analysées, évidemment. Et enfin, tous les autres éléments sont dits des éléments en trace. Tout à l'heure, je vous avais préciser les proportions dans lesquelles généralement ces éléments chimiques existent dans les différentes roches. Les majeurs ont des proportions supérieures à 1%, les mineurs entre 0,1 et 1%, et tout le reste, donc tout ce qu'on appelle les éléments traces, représente moins de 0,1% du total de nos analyses. Bien, donc on va en tirer une certaine conclusion, c'est que nous avons 6 éléments qui représentent 99,1% de la terre silicatée, ce sont ceux qui sont donc représentés en jaune ici. Si on inclut le noyau, c'est-à-dire si on considère la terre globale, on devra ajouter probablement le nickel et le soufre. Et enfin, on va conclure que tous les éléments restants, à part cela, donc, et cela, le nickel et le soufre, tous les autres éléments sont considérés comme des éléments en trace. On va se pencher maintenant sur le comportement des éléments en trace. Et nous allons analyser ce comportement à la lumière, par exemple, du rayon ionique. Du rayon ionique, c'est les rayons donc de l'atome en question qui peut être plus ou moins important. Dans ce diagramme en 3D aussi, le rayon ionique est représenté par le parallélépipède qui est plus il est saillant, plus il est apparent vers vous, plus le rayon ionique est important. Et nous allons nous pencher sur ce rayon ionique pour définir une notion d'importance capitale dans toutes les analyses géochimiques que l'on peut faire, c'est la notion d'éléments compatibles ou d'éléments incompatibles. Bien. Alors, pour ce faire, on va partir d'une idée très simple qui suppose que plus un élément a un rayon ionique important, plus il aura des difficultés pour rentrer dans la structure des cristaux qui sont en cours de formation. Plus l'élément a un rayon ionique faible, plus il lui sera facile de rentrer dans la structure cristalline. On va imaginer deux scénarios. Le premier, c'est celui de la cristallisation fractionnée. Par exemple, nous avons un magma dans lequel les éléments chimiques sont répartis de façon hétérogène. Dès que nous avons la température qui baisse, et donc la formation des premiers nucléus, puis suivie par la croissance cristal, cette croissance est schématisée par le fait que les éléments chimiques migrent et rentrent dans les sites au sein de la structure cristalline qui est en cours de formation. Si vous avez un élément qui a un faible rayon ionique, il va rentrer plus facilement. Si en revanche, vous avez un élément qui a un fort rayon ionique, comme c'est le premier exemple ici, il va avoir beaucoup de mal à rentrer dans la structure cristalline. Que fait-il alors? Pendant que les petits rentrent, lui, il en continue à enrichir, il est de plus en plus concentré dans les liquides résiduels, c'est-à-dire ceux qui restent après la cristallisation des premiers minéraux. Si maintenant on considère le chemin inverse, c'est-à-dire si nous faisons une fusion partielle, vous avez une roche qui est solide, qui sous l'effet de la baisse de pression, l'augmentation de la température, se met à fondre. Les éléments qui ont le rayon ionique le plus important vont sortir très rapidement vers le melt qui est formé, vers le liquide qui est généré à partir de cette fusion partielle, pendant que les éléments
à faible rayon ionique vont rester à l'intérieur de ces minéraux qui sont en cours de formation. De ces constats-là, on peut définir un coefficient que l'on appelle le coefficient de partage, c'est-à-dire la façon dont un élément chimique est réparti entre deux phases coexistantes. Par exemple, une phase solide, une phase liquide. Mais ça peut être aussi deux phases solides. Mais pour le moment, on va considérer, comme l'exemple que je viens de donner, une phase solide et une phase liquide. Et on va définir ce coefficient de répartition comme D pour l'élément I entre une phase solide et une phase liquide. Alors ce D, il est égal à la concentration de l'élément I dans la phase solide qui est en cours de cristallisation, ici alpha, divisé par sa concentration, la concentration de l'élément I dans le liquide supposé être en équilibre. D'accord? Donc un D qui est égal à 1, par exemple, un D qui est égal à 1, veut dire que la concentration de l'élément I dans la phase solide est égale à la concentration de l'élément I dans le liquide correspondant. C'est-à-dire que cet élément se répartit exactement de la même façon dans le liquide et dans le solide qui est en cours de formation. Cet élément n'est alors ni compatible ni incompatible. En revanche, si j'ai un D ici avec la concentration ici dans les cristaux qui est supérieure à la concentration dans le liquide, j'aurai un coefficient de répartition qui est supérieur à 1. Ça veut dire que l'élément rentre plus facilement dans la structure cristalline. On dira alors, puisque le coefficient de répartition est supérieur à 1, que cet élément est compatible. Inversement, si la concentration de l'élément I dans la phase solide est inférieure à la concentration de l'élément I dans la phase liquide, cet élément donc va aimer la phase liquide, que ce soit lors de la cristallisation ou lors de la fusion partielle. On dira qu'il est incompatible. Évidemment, il existe des degrés dans la compatibilité ou l'incompatibilité de ces éléments. Si un élément a un coefficient de répartition qui est égal à 2, on dit qu'il est compatible. S'il a un coefficient de répartition qui est égal à 10, on dit qu'il est très compatible. Si en revanche, il a un coefficient de répartition qui est égal à 0,1, on dira qu'il est légèrement incompatible. Si c'est égal à 0,001, on dira qu'il est incompatible. Et si il est égal à 0,000001, on dit qu'il est fortement ou hautement incompatible. Bien. Alors, l'exemple que je vous ai donné de la fusion partielle, les magmas sont générés dans le manteau et donc correspondent à la fusion partielle de la péridotite du manteau. Alors, le manteau formé par l'olivine, l'orthopyroxène, le clinopyroxène, le spinel, le grenat ou le plagioclase. La fusion partielle, donc la fusion partielle intéresse cette roche qui va former un magma de composition basaltique. La notion de compatibilité et d'incompatibilité est liée à ce processus de fusion du manteau. Donc, quand on dit qu'un élément est compatible ou incompatible, c'est en référence avec la structure cristalline des minéraux du manteau, donc, que je viens de citer. La majorité de ces éléments qui sont incompatibles pour ce premier exemple, ce sont les éléments à fort rayon ionique. Vous le remarquerez, ils sont à gauche ici du tableau, c'est les alcalins et les alcalins heureux. Vous avez remarqué le potassium, le rubidium, le césium, le barium, le strontium, le zirconium et tout le groupe de terres rares, bon, qui ne sont pas représentés ici. Ici, donc, ils sont tout à fait en dessous du tableau périodique, plus deux actinides qui sont l'uranium et le thorium. Nous reviendrons sur le zirconium, par exemple, qui est ici, qui a un relatif faible rayon ionique, mais qui a une charge ionique qui est très importante, qui en fait, avec le niobium, par exemple, ou le titane, un groupe d'éléments très particulier. Nous y reviendrons. Les éléments compatibles maintenant sont les éléments que l'on dit lourds parce qu'ils ont une forte masse atomique et rappelez-vous, ce sont pour l'essentiel les métaux de transition qui ont une affinité avec le fer métallique généralement, ils sont situés au milieu du tableau de Mendeleïev. C'est là où ils sont le plus faibles. On dit qu'ils sont compatibles et ils rentrent tôt donc dans la structure cristalline lors de la cristallisation fractionnée.
et inversement, ils sont retenus dans ces réseaux lors de la fusion partielle, comme je viens de vous l'expliquer, et ils ont donc un faible rayon ionique. Les principaux sont le chrome, le cobalt, le nickel, le scandium, le fer en fait partie, etc. Tous ces éléments-là qui sont donc situés sur ces bases-là. On va donc proposer une classification qui tienne compte de différentes propriétés de ces éléments chimiques, de leur abondance, de leurs propriétés électrostatiques et de leur affinité, notamment pour les disciplines relatives à la pétrologie magmatique ou métamorphique, dans les conditions de la croûte et du manteau. Alors cette classification, c'est la suivante, dans laquelle on va retrouver les éléments que vous connaissez, les éléments volatiles, donc atmophiles, l'hydrogène, l'hélium, etc. Les éléments semi-volatiles, que l'on a dit chalcophiles, donc qui ont une affinité avec le soufre. Puis les éléments majeurs, que vous connaissez bien maintenant, qui ont une concentration relativement importante dans les différentes roches. Les éléments de transition, donc ceux qui ont un faible rayon ionique et qui sont situés au milieu du tableau de Mendeleïev, qui sont compatibles. Les alcalins et les alcalinatéreux, rappelez-vous, qui ont un large rayon ionique, qui sont incompatibles. Les terres rares, qui sont aussi des éléments incompatibles et qui constituent tout ce groupe allant du lantane jusqu'au lutécium. Puis les actinides et le groupe d'éléments radioactifs radiogéniques. Nous avons aussi les métaux nobles, nous en avons parlé. Et enfin, vous avez ce groupe particulier qui sont les éléments à fort champ ionique parce qu'ils ont une charge importante. Je viens d'en parler, c'est par exemple le zirconium, le niobium et le titane, et qui de ce fait vont avoir un comportement géochimique très particulier aussi. Donc, sur toujours ces bases-là, on peut donc définir le degré d'incompatibilité, comme je l'ai fait tout à l'heure, qui est fonction des deux phases qui sont en présence et de leur composition. Un élément peut être compatible dans une des conditions, il peut être incompatible dans d'autres conditions. Prenons le zirconium, par exemple, il est incompatible dans les conditions du manteau. Vous n'avez aucun minéral dont le zirconium est stoichiométrique. En revanche, dans les conditions crustales, le zirconium est stoichiométrique du zircon, donc dans la formule chimique ZrSiO4. Le zircon, c'est ce fameux minéral qui se trouve inclus dans les biotites des granites avec sa fameuse auréole pléochroïque. J'ai même ajouté que le zirconium est par exemple concentré dans des proportions qui peuvent être voisines de 0,1-0,2% dans les basaltes, mais vous n'avez aucun minéral formé principalement de zirconium. En revanche, à 100 ppm, 100 parties pour million, donc de très très faibles quantités, 0,001%, le zirconium forme le zircon dans un bain de composition granitique. Et donc cette notion de compatibilité et d'incompatibilité a un autre facteur, c'est celui de la composition du milieu dans lequel il se trouve. Alors, cette notion a été un peu l'objet d'un débat entre les anglo-saxons et les francophones pour en saisir le comportement de la façon la plus subtile possible. Alors, les francophones parlent par exemple d'un élément hygromagmaphile ou hygromagmatophile. Alors, hygro, vous l'avez bien compris, c'est liquide. Hygromagmatophile, c'est-à-dire qui est il aime beaucoup les magmas, les liquides magmatiques. Alors, cela peut avoir un sens dans la mesure où, par exemple, un élément chimique comme justement le zirconium, qui a un relatif faible rayon ionique mais une forte charge, est quand même un élément qui peut être très incompatible parce que il peut faire des liaisons ioniques avec d'autres éléments, ce qui donc on a un complexe atomique qui finit par acquérir un fort rayon ionique et l'empêche donc de rentrer dans les structures cristallines. Le zirconium est alors considéré, malgré son faible rayon ionique, comme un élément
incompatibles.